Bonjour à tous, bienvenue sur CCTV français pour cette nouvelle édition du journal. Le président Xi Jinping a rendu visite à 3 sièges de médias nationaux à Beijing, CCTV, le quotidien du peuple et l'agence de presse Xinhua. Au quotidien du peuple, le président Xi a présenté ses vœux au public à travers un message audio dans une publication de la plateforme des nouveaux médias. À l'agence de presse Xinhua, le président Xi a eu une discussion vidéo avec un journaliste qui enquête sur les performances de représentants locaux du parti dans un village provincial. Le président Xi a appelé les journalistes à continuer de creuser et à trouver des informations de première main sur des sujets comme celui-ci, car c'est dans l'intérêt du public et du parti. Le président Xi nous a également rendu visite ici à la télévision centrale de Chine et a participé à une vidéoconférence avec CCTV America à Washington. Il a félicité la chaîne dans ses efforts pour proposer 5 heures de contenu original par jour. Les dirigeants européens sont finalement parvenus à un accord autour des exigences de réforme de l'Union de David Cameron, le Premier ministre britannique. L'accord a été décroché avant le référendum prévu en Grande-Bretagne, un scrutin au cours duquel les électeurs de la couronne britannique se prononceront sur leur souhait ou non de rester dans le giron européen. C'est à Bruxelles, après 2 jours et 2 nuits d'intenses négociations, que l'accord sur les 4 objectifs proposés par David Cameron a été obtenu. Il comprend entre autres l'imposition de limites provisoires sur les prestations sociales pour les migrants européens présents au Royaume-Uni. Le chef du gouvernement britannique présidera une réunion ministérielle ce samedi, alors qu'il s'apprête à faire accepter ce processus aux citoyens par voie de référendum prévu le 23 juin. Ce sera la seconde fois en seulement 30 ans que Londres consulte sa population par un tel moyen sur le sujet de son appartenance à l'Europe. En juin 1975, un peu plus de 67% des électeurs s'étaient prononcés pour le rattachement à la communauté économique européenne. Mais depuis, cette question fait toujours l'objet de débats enflammés. Nous venons d'obtenir un accord qui renforce le statut particulier de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. Il scelle de façon légale une décision irréversible de l'ensemble des 28 dirigeants. Le règlement répond à toutes les inquiétudes du Premier ministre Cameron sans compromettre nos valeurs fondamentales. Demain, je présenterai cet accord au cabinet et lundi, je ferai un discours au Parlement et débuterai le processus, en vertu de notre loi référendaire européenne, de tenir un référendum sur la question de l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne. Le peuple britannique doit maintenant décider s'il veut rester dans cette Union européenne réformée ou en partir. Ce moment qui n'arrive qu'une fois marquera la destinée de notre pays. Ces pays qui souhaitent intégrer davantage leur économie seront capables de le faire. Nul ne peut les en empêcher. L'accord d'aujourd'hui ne fait planer aucun doute sur le fait que l'euro est la monnaie de notre union et sur la poursuite du renforcement de notre union économique et monétaire. Combien cela va coûter à la Russie pour relancer son économie au point mort? Le ministre de l'économie a déclaré que le projet de relance économique de la Russie pourrait dépasser les 11 milliards de dollars. Regardons cela d'un peu plus près. Le gouvernement russe planifie de relancer son économie frappée par la récession en dépensant 880 milliards de roubles, soit 11 milliards 700 millions de dollars, a déclaré jeudi le ministre de l'économie lors d'un conseil des ministres. Une partie des fonds figure déjà dans le budget 2016 de l'État, mais le gouvernement cherche encore des fonds supplémentaires. Près de 185 milliards de roubles proviendront d'un fonds budgétaire anti-crise et certains fonds non utilisés du budget 2015 pourront être alloués à la relance. Toutefois, cela ne sera pas suffisant. Le Premier ministre Dmitry Medvedev a ajouté que son gouvernement essaye d'éviter que l'économie russe s'enlise dans la récession à cause de la chute des cours du pétrole, sans pour autant laisser déraper le déficit budgétaire. Je pense que nous avons un bon plan. Le contexte économique est instable à cause de la chute des cours du pétrole et des sanctions occidentales. Notre budget fiscal et les industries sont en état de surcharge. C'est pourquoi nous avons besoin de ce plan de relance économique, même si cela n'est pas final. Medvedev a réaffirmé jeudi que le gouvernement honorerait cette année tous ses engagements en matière de protection sociale, mais que les dépenses publiques seraient plus étroitement surveillées.
Des fonds additionnels pourraient sans doute être trouvés en amendant le budget. Cependant, le ministre de l'économie a ajouté qu'actuellement, le plus important est de décider des priorités. L'instabilité politique en Libye a créé une ouverture à exploiter pour les militants du groupe État islamique. Voyons quel est le point de vue des experts au Caire sur la possibilité d'une intervention en Libye. Il règne une intense activité au Caire cette semaine. Le président libyen Fayez el-Sarraj et l'envoyé spécial américain pour la lutte contre l'État islamique, Brett McGurk, se trouvent au Caire pour discuter avec des membres du gouvernement égyptien. Le chef de l'armée libyenne, Khalifa Haftar, vient quant à lui de quitter la capitale égyptienne après quelques jours de visite. La question d'une intervention internationale en Libye est en discussion, mais certains analystes se montrent sceptiques. L'OTAN et les forces internationales sont rapidement intervenus pour évincer Mouammar Kadhafi du pouvoir. Lorsqu'il a quitté son poste et que le pays a été inondé d'armes, les forces internationales se sont retirées de la scène, laissant la Libye dans le chaos. Si elles reviennent, ce sera la fin de la Libye. Aucune force internationale ne sera acceptée, excepté sous le patronage de l'ONU, avec une direction arabe pour contrôler la situation. Alors que les forces de la coalition intensifient leurs attaques en Syrie et en Irak, la Libye est devenue un nouveau refuge pour les membres du groupe État islamique. Ces militants se sont infiltrés dans les pays voisins. Cela a incité l'Égypte à fournir un soutien à l'armée libyenne dans sa lutte contre l'EI. Le Caire prévoit également de se joindre aux efforts de l'ONU pour maintenir la stabilité politique dans le pays. L'Égypte, avec son siège au Conseil de sécurité de l'ONU, doit convaincre la communauté internationale de soutenir le gouvernement libyen, réarmer et unir l'armée libyenne afin qu'elle puisse mener des opérations militaires sur le terrain contre les terroristes en s'appuyant sur l'expertise et les services de renseignement égyptiens. De cette manière, la victoire pourra être atteinte et la paix sera restaurée dans le pays. La situation en Libye se détériore de jour en jour. Bien qu'une action rapide soit nécessaire, de nombreux experts estiment ici que la solution devrait venir des pays arabes et non pas des pays étrangers. Et l'on reparle de la dernière déclaration de la Chine sur la mer de Chine méridionale. Et cette fois, il s'agit du déploiement de missiles sur les îles Xisha. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a indiqué mercredi qu'un déploiement limité et nécessaire des installations de défense nationale sur le propre territoire chinois n'avait rien à voir avec la militarisation de la mer de Chine méridionale. Cependant, les responsables gouvernementaux américains ont désapprouvé, ce qui annonce de sérieuses discussions à cet égard dans un proche avenir. Le déploiement d'un missile sur l'île Yongxing de Xisha a récemment suscité les critiques venant des États-Unis. Le ministère chinois des Affaires étrangères défend que ce déploiement n'a rien de nouveau et que la Chine agit entièrement dans le cadre de ses droits souverains. Les îles Xisha sont des territoires inhérents à la Chine et ne sont pas ces îles soi-disant contestées. Au cours des dernières décennies, la Chine a déployé des installations de défense du territoire sur les îles Xisha. Il n'y a là rien de nouveau. Nous espérons que certains pays ne vont pas délibérément faire des leurs sur ce point, mais feront davantage pour les intérêts de la paix régionale et de la stabilité. Plus tôt cette semaine, le président américain Barack Obama a organisé un sommet des dirigeants de l'ASEAN en Californie. Les tensions en mer de Chine méridionale et l'importance de la liberté de navigation ont été l'un des thèmes principaux de ces discussions. Mais à la fin, la déclaration conjointe du sommet n'a fait qu'ajouter un seul nouvel engagement à la non-militarisation associée à la position politique existante. Cependant, les États-Unis ont continué à faire part de leurs inquiétudes quant aux actions de la Chine et ce qu'ils considèrent comme une militarisation de la région. Nous avons déclaré à plusieurs reprises à l'égard de la Chine que le standard devant être appliqué à tous les pays en mer de Chine méridionale est la non-militarisation. Mais il y a des preuves que chaque jour, il y a eu un accroissement de la militarisation d'une façon ou d'une autre. Et cela constitue une inquiétude sérieuse. Et en dépit des différends entre la Chine et d'autres plaignants, toutes les parties ont convenu que le dialogue est la clé d'une solution pacifique. La Chine, en tant que plus grand État de la mer de Chine méridionale, a entrepris de fournir davantage d'articles pour les peuples, ainsi que de services à la communauté internationale, et de jouer un rôle positif ici. La Chine s'engage à travailler avec toutes les parties concernées et à garantir la paix et la stabilité dans la région. En 2015, selon les douanes chinoises, les importations et exportations du pays ont décliné et cette tendance s'est confirmée en janvier.
Gao Hucheng, le ministre chinois du Commerce, a déclaré vendredi que la cause en était le ralentissement économique mondial. La surproduction mondiale a en effet contribué à la baisse des échanges internationaux et à la chute des prix de matières premières. Pour le ministre, il s'agit de la raison principale du déclin de la croissance commerciale chinoise. Et d'ajouter qu'en dépit du déclin du commerce mondial en 2015, en Chine, la baisse s'est révélée être la plus faible. Il est intéressant de constater qu'aussi bien les importations que les exportations ont subi un déclin l'an dernier, mais le classement des partenaires commerciaux de la Chine s'est amélioré. De plus, les parts de marché de la Chine au sein du commerce mondial sont à la hausse. On estime qu'elles ont augmenté d'1 point de pourcentage, passant de 12,2 à 13,2%, la croissance annuelle la plus rapide de l'histoire. Nos exportations exprimées en dollars se sont affaiblies de 2,9% l'année dernière. Il s'agit de la baisse la plus faible du monde. Le résultat est bon. Si nous augmentons tous, nous observons qui augmente le plus. Et dans le cas où la baisse est générale, il nous faut observer qui baisse le moins. Le ministère chinois des Finances a modifié vendredi les règles de taxation en matière de transactions immobilières. Le plan est un nouveau geste du gouvernement destiné à relancer le marché immobilier du pays. Il s'agit fondamentalement d'une réduction d'impôts pour les habitations chères et de grande superficie. Pour les nouveaux logements, les taxes sur les transactions demeurent inchangées pour les habitations ne dépassant pas les 140 mètres carrés. Pour les logements plus grands, la taxe est réduite de moitié. S'agissant des transactions sur les habitations existantes, l'on observe d'importants changements. Le changement d'imposition couvre ceux qui ont acheté des logements pour y vivre et non pas les louer ou les céder rapidement. Il n'y aura pas de taxe commerciale pour les ventes de logements existants ayant au moins 2 ans. Cependant, la nouvelle politique demeure discrète alors qu'elle ne couvre ni Beijing, ni Shanghai, ni Guangzhou, ni Shenzhen, les 4 villes les plus chères en termes de prix de l'immobilier. La nouvelle politique entrera lundi en vigueur. La Banque populaire de Chine a annoncé qu'elle réaliserait ses opérations d'open market chaque jour travaillé, alors qu'auparavant, ces mouvements ne se faisaient que les mardis et jeudis. Voyons ensemble les implications que ce changement signifie. Cette modification signifie que la Banque centrale sera capable de répondre plus fréquemment aux fuites de liquidités du marché. D'après les analystes, cette nouvelle réglementation permet à l'institution bancaire de travailler de façon plus rapprochée avec le marché. Cependant, ces opérations quotidiennes ne signifient pas nécessairement un accès plus facile au financement. Alors que la Banque populaire de Chine s'attache à consolider ses politiques monétaires par des actions telles que des opérations de marché quotidiennes et autres outils permettant d'ajuster la structure économique, cela ne signifie pas l'avènement d'une période de tolérance. Il ne s'agit que d'outils. La Banque populaire de Chine a recours à un outil moderne pour réaliser des ajustements plus précis. L'objectif principal de la Banque populaire de Chine reste la stabilité de sa politique monétaire, l'abaissement des coûts financiers et le développement de l'économie réelle. Mais ce n'est qu'une partie de cette nouvelle qui retient l'attention des marchés des capitaux. Bloomberg fait savoir que le taux de couverture de la provision pour créances douteuses sera réduit à 120%, ce qui signifie que les banques auront plus de fonds à investir. Sans pour autant démentir ces allégations, la Commission chinoise de régulation bancaire a répondu à cette position en disant qu'il n'a pas été fait état de mise à jour sur la réglementation en vigueur. Au cours du 4e trimestre 2015, le taux de créances douteuses des banques commerciales se situe autour d'1,67%. D'après les calculs de Wouwen, dans le cas où le taux de créances douteuses se maintient autour de 2% cette année, une réduction du taux de provision, comme indiqué, signifierait que des fonds additionnels d'une valeur de 150 milliards de yuan seraient injectés sur le marché. La pression de gain sur les banques commerciales sera amoindrie et cela contribuera à stabiliser la performance de certaines banques qui souffrent de la pression des provisions pour risque. En outre, les indicateurs d'activité tels que le ratio d'adéquation du capital des banques commerciales seront plus élevés, ce qui permettra leur développement commercial. Si le taux de provision pour risque est réduit, davantage de fonds seront créés pour couvrir les créances douteuses. Les banques commerciales représentent autour de 180% de créances douteuses estimées, soit environ moitié moins qu'en 2014. Le taux était cependant encore beaucoup plus élevé que l'objectif du gouvernement fixé alors à 150%.
Mais Wu Wen explique que la raison est que les profits des banques ont été plus élevés afin que ces dernières puissent facilement mettre plus d'argent dans les provisions pour créances douteuses. Les autorités espagnoles ont perquisitionné mercredi dernier la filiale de la Banque industrielle et commerciale de Chine à Madrid. Ils ont arrêté 5 directeurs pour les interroger sur une probable affaire de blanchiment d'argent à laquelle la banque chinoise aurait participé. L'ambassade de Chine en Espagne s'est dite inquiète de la tournure prise par l'événement et le porte-parole de l'ICBC a déclaré depuis Beijing que la filiale basée à Madrid coopérait actuellement avec les autorités en charge de l'enquête. Le porte-parole a par ailleurs ajouté que la banque chinoise et ses filiales à l'étranger suivaient strictement la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et faisaient partie intégrante de ses principes fondamentaux de gestion des opérations. Europol, l'agence de police européenne qui a aidé les autorités espagnoles dans l'enquête, a déclaré quant à elle que la filiale d'ICBC à Madrid est suspectée d'avoir blanchi 40 millions d'euros de dépôts appartenant à des organisations criminelles. L'ambassade de Chine en Espagne a déclaré mercredi dernier que le gouvernement chinois a toujours demandé aux organismes accrédités et des entreprises chinoises travaillant à l'étranger d'obéir strictement aux législations des pays qui les accueillent. L'ambassade a par ailleurs rappelé que selon les informations actuellement en sa possession, la filiale espagnole de la banque chinoise aurait agi en fonction des exigences locales et qu'elle n'avait pour le moment reçu aucune information provenant d'une administration officielle espagnole. Les banquiers et les analystes rappellent que l'enquête en cours aura des répercussions sur la réputation de la banque chinoise. Nous devons tout d'abord rappeler que l'enquête vient tout juste de commencer et ce sera un long processus qui durera entre 3 et 5 ans. À la fin de ce dernier, on constatera que la ICBC est propre et n'a rien à se reprocher. Peut-être que la supervision aurait pu être plus poussée, mais cela ne constitue pas pour autant un crime. Sous ces circonstances, les rapports excessifs récemment publiés ont sérieusement détérioré l'image de la banque, ainsi que celle des entreprises et du peuple chinois. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hong Lei, a déclaré lors d'un point de presse que le gouvernement espérait que les autorités espagnoles mettent tout en œuvre pour garantir l'impartialité dans cette affaire dans le respect des lois, des droits et des intérêts des entreprises chinoises dans le pays. En haut, 4 dirigeants de la ICBC est arrivé en Espagne pour s'occuper de l'affaire et la filiale a repris ses activités courantes jeudi dernier dans la matinée heure locale. 2 géants chinois du transport maritime sont tombés d'accord sur une fusion. Après 8 mois de préparation, COSCO et Chanang Shipping Group ont annoncé l'établissement du Chanang COSCO Shipping Group à Shanghai. C'est le plan de fusion chinois le plus complexe. Depuis la crise financière de 2008, l'industrie du transport maritime a été tirée vers le bas et il n'y a pas de signe significatif de reprise. Le Baltic Dry Index ou index de la Baltique a chuté récemment de plus de 10 000 points à 300 points. De nombreuses entreprises de transport maritime se sont effondrées. COSCO et China Shipping ont également traversé une période difficile. C'est pourquoi ces 2 géants du transport maritime doivent travailler ensemble pour traverser l'hiver. La pression de la compétition était à la fois internationale et domestique. Le chevauchement des activités entre COSCO et China Shipping était évident. Ils étaient tous deux dans les transports et la location de conteneurs dans les ports et les pétroliers. Ils étaient donc en compétition entre eux avec les autres concurrents internationaux. Des ressources nationales étaient donc laissées en désordre et gâchées. 4 entreprises au sein de ces 2 géants prendront en charge les différents aspects de l'activité. COSCO deviendra une pure entreprise de transport maritime de conteneurs, la 4e plus importante du monde. China Shipping Development se concentrera sur le transport de pétrole et de gaz, ce qui en fera la 2e plus importante dans le monde. COSCO Pacific achètera à China Shipping Container Lines des actifs portuaires et pourra se vanter d'avoir le débit de production le plus élevé de la planète. Cette restructuration va permettre de réduire la concurrence irrationnelle entre ces 2 géants qui bénéficieront d'importantes économies d'échelle et pourront se concentrer sur la concurrence internationale. Après la restructuration, la combinaison China-COSCO Shipping prendra une part de marché plus importante et sera capable de devenir une voie dominante dans les alliances avec les autres grandes entreprises de transport dans le monde.
L'entreprise aura par exemple son mot à dire sur l'organisation d'une alliance et sur la façon de répartir les voies de transport. Mais pour le moment, le plan de restructuration est surtout un geste d'intention. Le plan de mise en œuvre détaillé n'a pas encore été présenté. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur CCTV français.